Inauguration ce matin de l'École nationale de la protection civile baptisée colonel-major Lamine Moussa, décédé en 2014. Journée porte ouverte organisée par l'Association nigérienne pour le bien-être familial du quartier Dar es Salaam. Plusieurs prestations sont offertes gratuitement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie inaugurale ce matin de l'École nationale de la protection civile, baptisée Lamine Moussa à la mémoire du défunt colonel-major décédé en 2014. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Le compte-rendu de Nasser Dantofo et Sadou Dumi. L'École nationale de protection civile Mohamed Lamine El Hadji Moussa, ainsi est baptisée cette nouvelle école, bâtie sur un site d'environ 1 hectare et composée de plusieurs bâtiments, dont un bureau des opérations et de transmission, un bloc administratif, des dortoirs pour stagiaires, une infirmerie et des logements. Elle aura donc désormais en charge l'enseignement spécialisé du personnel de la protection civile. En effet, nous l'avons rêvé qu'un jour nous poserons un acte qui nous permettra à jamais dégraver de l'histoire de la protection civile nigérienne en particulier et de ces pays, même celle de l'Organisation internationale de la protection civile, la mémoire de notre illustre grand frère qui nous a dévancés. C'est un réel plaisir pour moi parce que quand je vois le parterre, la mobilisation qui s'est faite aujourd'hui, c'est au-delà de nos espérances. Cette activité consacre l'inauguration d'une école, la célébration d'un homme. Si je devrais continuer, sans perdre le fil de mes idées, je vais résumer que ces dernières années, le renforcement des capacités de la protection civile s'est vu à travers le cadre juridique, le recrutement et la formation des ressources humaines, les équipements matériels et les infrastructures. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile a salué l'initiative et par la même occasion remis une médaille à titre posthume aux représentants de la famille fait colonel-major Mohamed Lamine Moussa dont l'école porte son nom, une famille qui se sent plus que honorée. C'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole au nom de la famille. En ce jour mémorable, le 30 janvier 2017, pour vous adresser nos sincères remerciements, en particulier au colonel Bako, pour son ingénieuse initiative en baptisant l'École nationale de la protection civile, École nationale de la protection civile colonel-major Mohamed Lamine Moussa. Je remercie également le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, les directeurs généraux de la protection civile du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, pour avoir honoré de leur présence aujourd'hui parmi nous. Je remercie également tous les parents, amis et connaissances qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie. La nécessité de protéger la population dans un monde en proie aux catastrophes naturelles de tout genre s'impose. Ces 10 dernières années, notre pays a été confronté à de nombreuses catastrophes naturelles et anthropiques, particulièrement les inondations et les conséquences des conflits armés dans certains États voisins. Face à ces fléaux, notre gouvernement a décidé de moderniser et de renforcer la capacité de ces structures de prévention et gestion de catastrophes, parmi lesquelles la Direction générale de la protection civile, qui est l'hôte de la présente cérémonie. En effet, notre pays a mis en œuvre depuis 2012 la stratégie de sécurité alimentaire et de développement agricole durable, initiative 3Zen, dont l'axe stratégique 3 est consacré à l'amélioration de la résilience des Nigériens face aux crises alimentaires et aux catastrophes à travers la gestion et la prévention des crises et catastrophes. La création de l'École nationale de protection civile sur fonds propres de l'État illustre la volonté des autorités du pays d'assurer aux populations une protection adéquate contre les risques et catastrophes de toute nature qui sont malheureusement de plus en plus fréquents ces dernières années. Un important matériel a été remis par le secrétaire général de l'OIPC, une visite guidée et une photo des familles devant le monument dédié au défunt colonel-major Mohamed Lamine El Hadji Moussa ont sanctionné la fin de cette cérémonie.
Ensemble avec la protection civile face à la catastrophe, c'est le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale de la protection civile célébrée par anticipation hier dimanche 29 janvier 2017. Plusieurs activités ont été organisées à cette occasion. Le compte-rendu de nos confrères de la télévision Canal 3. Plusieurs séries d'événements étaient au menu de cette commémoration de la Journée mondiale de la protection civile anticipée, prévue en principe le 1er mars de chaque année. En cette agréable occasion, le thème retenu pour l'édition 2017 était axé sur la coordination des efforts de tous avec la protection civile pour faire face aux catastrophes. Et c'est dans cette logique qu'un cross populaire, homme handisport de toute beauté, a constitué le point de départ des festivités. Un cross au terme duquel les 5 premiers de chaque catégorie ont été primés selon leur performance et également lieu de distinction à l'égard du lieutenant-colonel Sidi Mohamed, commandant du groupement des sapeurs-pompiers, et du président de la Fédération nigérienne du sport paralympique. Une journée mondiale anticipée placée sous plusieurs angles. Nous avons anticipé cette journée au 29 parce que nous allons inaugurer une école de protection civile demain et juste le faire un mois à l'avance, ça ne nous posait pas de problème. Mais c'est surtout parce que nous avons exceptionnellement cette année la visite du secrétaire général de l'Organisation internationale de protection civile, du directeur général de protection civile du Burkina Faso, de celui du Bénin et de celui de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons voulu faire ça en un seul événement. Ces personnalités viennent chez nous parce que nous avons bien voulu honorer la mémoire du défunt colonel-major Moussa Mahaman Lamine en baptisant une école en son nom. Une cérémonie qui a été le cadre de remise de lots de matériel et d'engins incendie et de secours au maire de la commune 1, destinée à la 84e compagnie de secours, future École nationale de la protection civile. S'en est suivi ensuite une simulation d'intervention des agents de la protection civile et du service d'aide médicale d'urgence SAMU afin d'édifier l'assistance sur les méthodes de secours en cas d'accident. Une journée fédératrice et intégratrice qui a vu la présence de l'ensemble des partenaires œuvrant sans relâche dans la lutte contre les catastrophes, la protection des civils et de leurs biens. C'est notamment le cas du projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain, PGRC-DU, partenaire invétéré de la protection civile dans le cadre d'une étroite mission. Le PGRC a investi dans le cadre de l'acquisition des engins, de 8 engins incendie, 8 ambulances, 8 motopompes. Récemment, le PGRC a lancé les travaux de construction de 13 casernes que bénéficiera la direction générale aussi de la protection civile, toujours dans le cadre de la convention qui nous lie. Donc, pour aussi dire, la Direction générale de la protection civile est l'un des partenaires vraiment qui a le plus fait en matière d'exécution. Parce que à 2 ans déjà, ils ont su épuiser leur budget. Donc vraiment, on peut dire chapeau à la protection civile. Un projet jugé salutaire par les cadres de la protection civile de par ses multiples actions dans le cadre du renforcement de capacité du personnel et en dotation équipement. Ce projet a commencé à être mis en œuvre en fin 2015 et il couvre jusqu'en 2021. Donc nous sommes comme beaucoup d'autres départements ministériels, beaucoup d'autres structures partenaires de ces projets. Et nous avons une inscription budgétaire d'un certain montant que nous sommes en train d'exécuter. Et ma foi, ces projets nous renforcent en équipement et renforcent aussi le personnel à travers cet instrument de formation que nous faisons. Il y a aussi des infrastructures et ils renforcent aussi notre partenariat à travers le cadre des rencontres clés et fédérateurs avec tous les autres acteurs qui exercent dans ce domaine-là sur notre territoire. Je pense que sauver, secourir les hommes, c'est non seulement un devoir, mais c'est aussi un droit pour tous les citoyens. Et le PGRC l'a compris. Aujourd'hui, le PGRC est, après le gouvernement, le plus grand partenaire ayant équipé les unités opérationnelles à travers le pays. Depuis les années 93, on n'a pas eu autant de matériel mis à notre disposition. Et d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire, il n'y a jamais eu au Niger autant de matériel mis à la disposition des secours que par l'action du PGRC-DU. Et cela n'a été possible que par la clairvoyance du coordonnateur du projet, du directeur général de la protection civile et de tous les services de la primature qui ont contribué à monter son projet, à le pérenniser et à le mettre à jour.
Des actions traduisant la ferme intention du projet de gestion de risques, de catastrophes et du développement urbain d'améliorer les conditions de travail des services de la protection civile afin qu'ils répondent aux attentes et gérer au mieux les situations de catastrophes naturelles et réduire les répercussions de ces phénomènes sur les populations nigériennes comme mentionné dans ces objectifs de développement. L'autorité de régulation des télécommunications et de la poste en collaboration avec l'École supérieure des télécommunications organise depuis ce matin un atelier de formation sur la configuration de la télévision numérique terrestre au Niger à l'endroit des professionnels informaticiens et des monteurs. Le compte rendu. Par l'organisation de cet atelier, la RTP et l'École supérieure des télécommunications entendent stimuler la jeunesse et les professionnels dans la mise en œuvre de la TNT par le rehaussement des compétences des acteurs à travers les actions de sensibilisation aux enjeux réglementaires et les actions relatives à la configuration et au déploiement de l'équipement TNT. Et actuellement, le gouvernement du Niger s'est engagé justement dans le déploiement intégral de la TNT. Vous avez vu récemment, le 11 novembre 2016, le ministre en charge des télécommunications a réceptionné l'ensemble des équipements et émetteurs. Le projet couvre normalement à peu près 20 mois. Donc, durant cette phase, vous conviendrez avec moi, il faut nécessairement engager un processus de sensibilisation, engager un processus de renforcement des capacités pour une meilleure appropriation, pour une meilleure connaissance de cette technologie par l'ensemble des acteurs, notamment vous du média, ceux des télécoms, les informaticiens, les étudiants, les élèves et même les professionnels. Et donc l'ensemble des acteurs, il faut qu'ils soient imprégnés du cadre réglementaire qui entoure tout ce nouveau métier, mais également l'exploitation d'une manière générale et la consommation de ces nouveaux services. Donc c'est pourquoi nous, en tant qu'autorité de régulation des télécommunications, qui avons également en charge la promotion et le développement du secteur, donc nous avons décidé justement d'aller vers les centres d'excellence, qui est l'ESMT de Dakar et l'EST du Niger, pour nous accompagner dans ce processus de formation et de renforcement des capacités. 5 jours durant, les participants à cet atelier vont mieux cerner le contour du passage de la radiodiffusion analogique à celle numérique. Ce passage qui permettra de créer de nombreuses possibilités qui vont de la disponibilité d'un éventail de services plus large à l'amélioration de la qualité de l'image et du son par rapport à l'offre actuelle. L'association nigérienne pour le bien-être familial ANBF, fidèle à ses habitudes, organise des journées portes ouvertes depuis ce matin. Au menu des prestations offertes gratuitement, le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, la planification familiale, les consultations prénatales, entre autres. Le compte-rendu de Nafissa Hassan et Chebouguisso. Cette journée porte ouverte marque le lancement des 3 jours de sensibilisation à l'Association nigérienne pour le bien-être familial ANBF Dar es Salaam. Une occasion offerte aux femmes pour qu'elles puissent se faire consulter sur les questions de santé de la mère et de l'enfant. La clinique ANBF de Dar es Salaam, en partenariat avec le projet Agir pour la planification familiale, organise 3 journées portes ouvertes en faveur de la planification familiale au sein de la clinique de Dar es Salaam. L'important, c'est de nous rapprocher davantage de la population en leur rendant accessibles les soins qu'on offre au niveau de la clinique. À l'occasion de ces 3 journées, nous allons offrir des soins préventifs gratuits à la population. Ces soins, ça sera la consultation prénatale, la consultation du nourrisson, il y aura la planification familiale, il y aura le dépistage du VIH/SIDA et le dépistage du cancer du col. Vu l'importance de l'acte, les responsables de cette association lancent cet appel. On appelle toutes les femmes à venir, de profiter de l'occasion pour se faire dépister et surtout pour faire leur planification familiale. C'est à ce niveau qu'on rencontre des problèmes parce que beaucoup de femmes payent les produits au niveau des pharmacies et au niveau des vendeurs ambulants. Donc l'appel qu'on lance, qu'elles viennent au niveau du centre de santé et de profiter de cette occasion pour commencer leur planification familiale. Ainsi, pendant 3 jours, les portes de l'association pour le bien-être familial ANBF vont rester ouvertes pour les femmes qui souhaitent se faire dépister
sur le cancer du sein, celui du col de l'utérus, mais aussi pour faire des consultations post- et prénatales. Ils sont de plus en plus utilisés par un nombre important d'internautes, pour la plupart même à partir des téléphones portables. Ce sont les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook, qui constituent de véritables outils de raffermissement des liens amicaux. Malheureusement, ces réseaux sociaux n'ont pas seulement des avantages, ils ont aussi des inconvénients. Le reportage de Nafisa Hassan et Chebou Guissou. L'ampleur que prend la mauvaise utilisation des réseaux sociaux devient de plus en plus inquiétante. On y trouve en effet du tout et sans borne ni pudeur. Propagation de fausses nouvelles, fausses alertes ou publication d'images ou d'enregistrements audio ou vidéo à l'insu des personnes qu'elles exposent au public. Tout laisse croire qu'une utilisation non judicieuse de ces réseaux sociaux peut présenter des conséquences sociales fâcheuses. Si tu imagines sur les réseaux sociaux, on voit certaines images, c'est déplorable. Donc c'est l'utilisation que nous, Nigériens, nous en faisons qui est critiquable. Ce n'est pas les réseaux. Et on le fait de façon malhonnête. Et ça, c'est notre comportement quotidien. Si tous ces derniers temps... Il suffit tout simplement que je me présente dans une fada, je dis que dans tel quartier, il se passe ceci, il se passe cela. Vous voyez, je crée la même panique. Et dans le réseau social, c'est la même chose. Maintenant, c'est à vous, maintenant, si vous avez des relations, si vous avez un autre canal pour vérifier, là, vous le faites. Mais bon, écoutez, ça ne peut jamais manquer, hein, que ce soit en virtuel ou en physique. Les détracteurs sont toujours là, les gens qui manipulent les informations sont là. On ne peut rien, on appelle tout simplement les gens à la vigilance et à plus de contrôle. Face à cet état de fait, l'Association nigérienne pour la croissance et le civisme ANDC encourage la sensibilisation des internautes et la promotion de l'éducation civique. Si l'éducation civique est bien réussie dans notre nation, les gens vont utiliser les réseaux sociaux uniquement sous l'angle positif. Pas pour faire, en tout cas, une propagande malveillante. Ça impose une culture civique renforcée de la part de tous les acteurs sociopolitiques pour que, en tout cas, la jeunesse surtout, qui est, si vous voyez bien, la composante la plus importante dans l'utilisation des réseaux sociaux, soit bien encadrée, sensibilisée, formée pour savoir que les réseaux sociaux-là, on ne les utilise que dans le sens du bien. Science sans conscience n'est que rune de l'âme, dit-on, appelle donc à la vigilance et au bon sens dans l'utilisation de ces réseaux sociaux qui semblent être un couteau à double tranchant offert à la génération présente. À elle donc d'en faire un bon usage. Autre aspect de ce journal, les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé ce jour de réintégrer le Maroc qui avait décidé de quitter cette organisation continentale en novembre 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Une quarantaine de chefs d'État sur 54 s'est prononcé pour le retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine. Je vous propose de suivre l'analyse qui en fait l'ancien diplomate nigérien Issoufou Bachar. Ils font partie des fondateurs, des principaux fondateurs de l'OEA. Donc ils ont des droits au niveau de l'Union africaine. Mais c'était eux qui avaient quitté. Maintenant, l'enjeu qui n'est pas bien développé, mais qui est sous la table, c'est que quand le Maroc viendra, le président doit être envoyé. Le Maroc a beaucoup de moyens. Ils ont fait la campagne partout depuis quelques années. Et aujourd'hui, sur les 54 pays de l'Union africaine, plus de 40 sont avec le Maroc, sont pour le retour du Maroc, donc pour le départ du Polisario. Le Polisario est en guerre, n'a pas de moyens, il n'a pas fait la campagne. Donc il serait injuste de faire sortir le Polisario parce qu'il n'a pas de moyens pour faire, la campagne. C'est dommage, mais c'est une bonne chose que le Maroc revienne, mais va renvoyer le Polisario en contrepartie. Vraiment, ça n'apportera pratiquement rien, parce que l'objectif de l'Union africaine est perdu. C'était Kadhafi qui était à la base. Il voulait un gouvernement pour tout le continent africain, un gouvernement avec 15 ministères, que toutes les actions des pays africains
doivent être coordonnés, harmonisés. Je prends un exemple, par exemple le Niger, pour vendre son uranium, ce n'est pas lui seul qui va négocier avec la France ou d'autres pays. C'est tous les pays africains producteurs d'uranium qui vont négocier à travers le ministère africain qui s'occupe de cela. Et Kadhafi était prêt à financer. Mais voilà, ça fait partie des raisons qui ont amené les Occidentaux à le faire partir, à le tuer. Il y a eu au moins donc, le satellite pour la communication que nous profitons. Mais il voulait vraiment un gouvernement africain. Les États seront là, mais il y a un gouvernement central, comme aux États-Unis. Les États-Unis, il y a 51 États, et le gouvernement fédéral. Alors l'Afrique, ça va être comme ça, 54 États, il y avait un gouvernement fédéral. Mais avec ce que nous voyons aujourd'hui, donc nous sommes loin de cela. Parce que les chefs d'État n'ont pas la même motivation. Kadhafi, comme les anciens des années 60, c'est des nationalistes. Ils cherchent l'indépendance réelle. Et les chefs d'État d'aujourd'hui cherchent l'honneur et l'argent. C'est se faire escorter par la sirène, que les enfants aillent étudier à l'étranger, qu'ils aient des villas à l'étranger pour le vieux jour. C'est seulement ça dans leur esprit. Ils ne cherchent pas à être indépendants. Je n'ai pas à acculer, à embêter vraiment les dirigeants du Niger. Mais des démocrates, des intellectuels, qui font venir des armées étrangères, ce que Diori n'a pas fait, c'est que continue à renvoyer les Français d'ici. Tangier a barré, personne n'a accepté. Voilà, c'est les intellectuels qui savent ce que c'est qu'une indépendance, qui savent ce que c'est que le nationalisme. C'est eux qui nous ont amené des armées étrangères. Et quand on prend le cas donc, d'Allemagne, l'Allemagne a colonisé seulement le Togo. Ils ont été rapidement chassés par les Togolais. Et voilà que nous, en 2016, on amène l'Allemagne pour encore nous coloniser sous le couvert de lutter contre les terroristes. Et c'est qui le terroriste? Donc vraiment, c'est très dommage. Avec des personnes de ce genre, l'Union africaine ne peut pas se réaliser. Ce n'est pas possible. Nous sommes dirigés, orientés par les Occidentaux. Des gens à qui on a fréquenté les 11 écoles. Les 11 écoles. On a étudié chez eux. On a la même chose dans la tête. Et voilà, nous nous soumettons. Leurs parents sont morts de disparu, mais leurs enfants continuent à nous diriger. Et nous acceptons. C'est dommage. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba s'est aussi préoccupé de la nouvelle politique anti-terrorisme et anti-islam de Donald Trump. Ce nouveau président américain interdit en effet aux ressortissants de 7 pays musulmans, dont 3 africains, la Libye, le Soudan et la Somalie, de rendre visite de visiter les USA pendant 3 mois. On retrouve l'analyse de Youssouf Bachar sur cette nouvelle politique américaine. C'est pas mauvais, pour nous c'est une bonne chose, mais pour beaucoup d'Américains c'est vraiment dommage, parce qu'ils ont des intérêts dans les pays arabes. Si tous les pays arabes, tous les 7 pays pouvaient réagir comme l'a fait l'Iran, parce que l'Iran a répliqué. Le même jour, ils ont dit qu'ils interdisent aussi aux Américains de venir en Iran. Il serait bon que les 6 autres pays fassent la même chose. Alors ça va obliger les Américains à quitter l'Irak, ça va les obliger à quitter tous ces pays. Et dans ce cas-là, j'ai dit, j'aurais voulu que le Niger ait été intégré parmi vraiment les suspendus pendant 3 mois, pour au moins obliger l'armée américaine à quitter le Niger. Donc c'est pas mauvais, c'est la partie visible de l'iceberg, Trump, mais c'est ce que pensent vraiment les Américains, parce qu'ils l'ont voté, donc ils sont d'accord, parce qu'ils l'avaient dit, c'est pas une surprise. Voyons à présent comment cette nouvelle politique de Donald Trump est accueillie par la communauté internationale. Des critiques toujours plus virulentes. Le décret de Donald Trump sur l'immigration ne passe pas auprès des dirigeants occidentaux. La chancelière allemande Angela Merkel dénonce le caractère anti-musulman de cette décision. La lutte nécessaire contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser le soupçon contre les personnes en fonction de leurs croyances, en l'occurrence ici des personnes de foi musulmane, ou en fonction de leur origine. L'Union européenne aussi fustige des discriminations et promet de protéger ses ressortissants. Nos avocats sont en contact avec l'ensemble de nos partenaires et nous allons nous assurer qu'aucune discrimination n'est infligée à nos citoyens.
Du côté des pays concernés, la riposte s'organise. Les députés irakiens ont voté une motion appelant leur gouvernement à appliquer la réciprocité avec les États-Unis si Washington ne revient pas sur sa décision. L'Iran a déjà annoncé une mesure en ce sens. Nous allons prendre des mesures réciproques en ce qui concerne la délivrance des visas pour les citoyens américains qui voudraient voyager en Iran. À Addis Abeba, la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine a prédit des temps tumultueux pour le continent africain. 3 pays sont directement concernés par le décret Trump, la Libye, la Somalie et le Soudan. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a quant à lui rappelé la tradition d'accueil des États-Unis envers les réfugiés. Je me suis toujours engagé pour la protection des réfugiés et j'espère que les mesures qui sont prises aujourd'hui soient des mesures temporaires et qui puissent permettre le très généreux programme de réfugiés des États-Unis de reprendre en pleine force. Mais Donald Trump récuse les accusations à son encontre. Le président républicain affirme que son décret doit permettre de protéger les États-Unis du terrorisme. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.